La première personne que j'ai appelée, c'est ma mère. Elle est au Maroc. Et je lui ai dit, maman, je quitte la France. Et sincèrement, c'est sans doute la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Je suis lié à cette terre qui fait que elle me manque. J'ai la famille aussi proche qui me disait non, ne pars pas, tu vas regretter. Les amis aussi, c'est mais t'es un fou. Il y a une balaka dans le temps ici qui fait que on attend de faire des choses. En France, on a, voilà, comme ils disent, métro, boulot, dodo, et ils se rendent compte que voilà, c'est pas une vie. C'est-à-dire que le fait de sortir du pays, moi, ça me stresse. T'es pas bien. Voilà, je suis pas bien. Petite introduction avant que l'interview commence. Déjà, j'espère que vous allez apprécier. J'ai acheté des nouveaux micros pour l'occasion, donc normalement, ce sera bien meilleur que les précédents podcasts que vous avez déjà écoutés. Merci encore pour tout le soutien que vous m'apportez ces dernières semaines. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait extrêmement plaisir. J'espère vraiment que tout ça vous est utile. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas déjà abonné, pourquoi je vous casse la tête avec ça? Parce que vous êtes quasiment 80% de non-abonnés à suivre les vidéos. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné et que vous suivez régulièrement les vidéos qui sortent chaque lundi, n'hésitez pas à le faire, ça me soutient. Je vous laisse avec l'interview. N'oubliez pas les deux outils que je propose principalement pour vous aider à vous installer au Maroc. Il y a le guide Partir vivre au Maroc qui compile plus de 130 pages dans les administratives, dans l'aide au logement, etc., etc. pour vous aider à vivre dans le pays. Et l'application Vivre d'Alija qui vous aide à apprendre la langue du pays au quotidien, qui vous aidera dans vos relations avec les locaux. Allez, je vous laisse avec l'interview de Saïd. Profitez-en. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je suis avec Saïd. Saïd qui est une connaissance très très proche, on va dire, sans rentrer dans tous les détails. Saïd, comment ça va? Très bien, alhamdoulilah, toi. Bah, ça va très bien, ça fait plusieurs semaines que j'avais pas fait d'interview, donc ça me fait plaisir d'en reprendre une. Et en plus, toi, ton parcours, il est hyper intéressant parce que tu es encore plus ancien que moi au Maroc. Donc j'ai ouvert la porte. Tu as ouvert la porte et à l'époque, beaucoup te prenaient pour un fou. C'est vrai. Et aujourd'hui, beaucoup veulent te rejoindre, alhamdoulilah. Et donc je pense que ça va être intéressant d'avoir ton parcours, ce que tu as fait, comment tu as fait. Donc, du coup, comment va se passer l'interview? Ça va être comme d'habitude, partie présentation, partie immigration au Maroc, enfin retour au Maroc dans ton cas, et partie professionnelle. Il y a eu pas mal de questions sur Insta, vous le savez, à chaque fois que je fais une interview, j'ouvre une boîte à questions pour tous ceux qui veulent que je relaie en fait leurs interrogations. Je les poserai à la fin, même s'il y a une grosse partie des questions qui sont déjà présentes dans l'interview que je fais moi de base. Je pense que tout est dit, on peut commencer. Saïd, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui vont te découvrir? Ton âge, d'où tu viens, quand est-ce que tu es parti? Donc moi je m'appelle Saïd, déjà salam alaikum à tous. Je m'appelle Saïd, j'ai 40 ans. Je suis arrivé au Maroc en 2013, exactement, en juin 2013. Et mon arrivée au Maroc, elle s'est faite un peu sur un coup de tête. C'est-à-dire que moi j'ai fait des études dans la finance. J'étais cadre financier sur Paris. Et en parallèle, je faisais du social en région parisienne. Et en fait, à un moment, j'arrivais pas à m'épanouir dans le travail comme je le voulais. Et le social, je trouvais un peu un échappatoire, ça me plaisait. Et j'en faisais beaucoup en France. Et à un moment, je me suis dit, pourquoi pas aller à l'étranger? Et mon choix s'est fixé sur le Maroc. Et je devais aller juste une seule année, une année sabbatique, une année de pause. Et aujourd'hui, cette année, elle s'est transformée en un CDI définitif. Et je suis resté, là, je suis sur ma 12e année. 12e année. Et la première année, en fait, c'était un peu une année, j'avais le doute. De base, moi, je ne suis pas un amoureux du Maroc. Je n'étais pas un amoureux du Maroc. Mais tu es marocain d'origine. Je suis marocain d'origine, mais je n'étais pas un amoureux du Maroc. Pour moi, le Maroc, c'était juste de temps en temps aller en vacances, voir la famille, mais j'avais pas d'attirance pour ce pays-là. Et en fait, le fait d'être venu pour des projets sociaux, ça m'a complètement changé. Ça a complètement modifié ma vision du Maroc et du peuple marocain, du pays, des
des coutumes, des traditions, etc. Et en plus, je suis venu au Maroc, je ne savais pas parler l'arabe et j'avais un berbère, un cheveu rouillé. Aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Mon dalija, il est quasi inexistant, mais ça ne va pas empêcher de faire le tour du Maroc, aller du nord au sud, jusqu'au Sahara, etc. Et de rencontrer des personnes et de pouvoir échanger avec eux, avec cet handicap qui n'est pas un handicap, parce que la vérité, c'est peut-être pour ça que j'ai toujours des difficultés à parler cette langue-là, c'est que cet handicap de la langue m'a ouvert énormément de possibilités. C'est-à-dire que cet handicap va en fait créer une sorte de relation un peu amusante avec les gens qui font que la connexion se fait directement. Et moi, donc, je suis arrivé ici pour faire du social. Donc, j'ai fait du social pendant plusieurs années, que je continue toujours. Et à un moment, il fallait bien vivre. Donc, on va dire les caisses se sont amoindries et il fallait bien commencer une activité. Et moi, de base, j'étais dans la comptabilité, etc. Et j'ai eu l'opportunité, en fait, d'aider une société, un cabinet d'expertise comptable à créer son cabinet au Maroc et de m'occuper de la gérance. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 3-4 ans. Et après, en fait, j'ai décidé d'ouvrir mon propre cabinet qui aujourd'hui, alhamdoulilah, avance petit à petit et me permet en fait d'avoir cette liberté de pouvoir travailler, avoir un revenu et pouvoir faire mes activités sociales, pourquoi je suis venu en premier lieu au Maroc. Et voilà. On va parler de la partie professionnelle après, du cabinet que tu as ouvert, etc. Et même de ton expérience avec la société française qui t'a permis aussi de te faciliter ton installation, parce que ça t'a aidé forcément au début. Bien sûr. Du coup, tu disais que tu étais marocain d'origine, mais que tu n'avais pas d'affinité plus que ça avec le Maroc, à part les vacances. Et quand tu es venu, ça t'a un peu bouleversé, tu vois, de passer du temps ici. En fait, finalement, l'image que tu avais du Maroc a été totalement différente quand tu es venu vivre ici. C'est l'image qu'on a des vacances, du peuple. En fait, le Maroc, je pense, moi, je parle pour moi, en fait, nous, c'est comme quand tu vas dans un magasin, tu as la vitrine et tu as l'arrière-boutique, etc. Moi, on va dire, je ne connaissais que la vitrine. C'est-à-dire, quand tu viens en vacances, tu vas à la plage, tu vas au resto, etc. Et moi, je suis rentré directement à l'intérieur. C'est-à-dire, je suis arrêté directement même pas à l'arrière-boutique, j'étais dans le stock, moi j'ai été truc. Et vraiment, j'ai pris une claque. Mais vraiment, quand je dis j'ai pris une claque, c'est que moi, aujourd'hui, je suis devenu un amoureux du Maroc. C'est-à-dire que le fait de sortir du pays, moi, ça me stresse. T'es pas bien. Voilà, je suis pas bien. Ça m'est déjà arrivé, alhamdoulilah, j'ai la chance de pouvoir voyager. Et là, au mois de juin, j'étais en Amérique. Et au bout de 2 jours, je voulais rentrer au Maroc. Donc, la même chose, j'étais en Asie il y a quelques années. J'avais ce manque-là. Ce manque c'est comme si on me déracinait. Ouais. Et c'est le fait d'avoir appris à connaître le pays, cette sensation, elle est vraiment, je sais pas, elle est indescriptible. C'est-à-dire que je suis lié à cette terre qui fait que elle me manque quand je la quitte. Mais déraciné, je pense que c'est le bon mot. Hein. C'est vraiment ça, cette sensation quand on part à l'étranger, tu te dis, je suis pas, tu vois, même ton cœur, tu sens qu'il est un peu serré, tu vois, tu dis que c'est réel, c'est vraiment réel, c'est pas, là j'exagère pas, etc. Comme je dis, je parle pour moi, j'exagère pas, etc. C'est que quand je pars du Maroc, déjà je pars avec un stress, et quand je suis à l'étranger, j'ai juste le souhait de rentrer. Subhanallah. Mais on est beaucoup maintenant à être comme ça, et c'est vrai que une fois que tu vis et que tu ressors du Maroc, tu vois des choses que tu voyais pas avant et tu ressens des choses que tu ressentais pas avant. Et je pense que c'est le fait d'avoir vécu au Maroc, de vivre au Maroc. Rapidement sur ta situation, toi tu es venu au Maroc, tu étais tout seul, solo. Solo, ouais. Solo, t'avais démissionné de ton poste ou t'étais en... Parce qu'il y a un nom quand je sais plus comment ça s'appelle, un nom de sabbatique, voilà, de congé sabbatique, c'est ça que je cherchais. Donc non, toi t'as démissionné. Non, moi j'ai complètement démissionné. Moi
T'avais des économies de côté, tu t'es dit, je fais 1 an. C'est ça, voilà. Moi, c'était vraiment, je me souviendrai toujours de ce jour-là. C'était au mois de janvier. Et j'ai appelé, la première personne que j'ai appelée, c'est ma mère. Elle est au Maroc. Et je lui ai dit, maman, je quitte la France. Ça y est, je vais rentrer au Maroc. Elle m'a dit, quoi? Pas possible, etc. La semaine d'après, elle est rentrée. Donc après, moi, je fais un petit stratagème pour la convaincre. Mais voilà, dans ma tête, c'était je pars. Je pars. J'ai posé ma démission dans la boîte dans laquelle je travaillais. Et voilà, j'ai eu de très bonnes relations dans le milieu professionnel en France quand je travaillais. Et voilà, c'était vraiment une envie de complètement changer. D'accord, ok. Et c'était une de mes questions qui allait venir. Comment la famille, elle a pris le départ, que ce soit au début quand tu as juste dit 1 an et au final quand tu as dit je reste. Moi, ça a été compliqué. Dans le sens où, à cette époque-là, moi, quand je suis parti, on n'avait pas de personne dans notre entourage qui avait fait ça, etc. Et surtout, moi, j'étais seul. J'avais aucune notion des langues pratiquées au Maroc. Et j'avais aucune aussi expérience de la vie au quotidien au Maroc. Donc, moi, ma mère, elle m'a dit voilà, c'est pas possible. Elle m'a dit, tu as fait des études supérieures, tu avais un poste intéressant et tu quittes tout pour voilà quoi, pas pour rien, mais pour voilà quoi, pour l'inconnu. Voilà. Et mes frères et sœurs aussi. J'ai la famille aussi proche qui me disait non, ne pars pas, tu vas regretter. Les amis aussi ou les personnes de connaissance me disaient tous mais t'es un fou. C'est n'importe quoi, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu veux partir, t'as un poste, tu travailles bien, etc., tu profites de la vie. Et en fait, voilà, je suis parti et sincèrement, c'est sans doute la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. C'est-à-dire que, on va dire, j'ai sauté le pas, j'ai été dans l'inconnu et malgré, je ne veux pas dire tout était rose, mais c'est la meilleure, voilà, le meilleur choix de ma vie. Et 12 ans plus tard, ils te disent la même chose? 12 ans plus tard, non, au contraire. Maintenant, aujourd'hui, moi, j'ai mes frères et sœurs qui veulent rentrer au Maroc parce que ils ont vu aussi que le Maroc aussi a évolué, etc. Et ils voient comment aussi je vis. Ça veut dire que quand ils me voient prendre le thé tous les mercredis soirs à la plage, en regardant le coucher de soleil, ou là, au mois de décembre, aller me baigner, etc. Ou profiter, voilà quoi, il fait beau, profiter du temps, etc. Et de pouvoir, en fait, il y a une baraka dans le temps ici qui fait que on attend de faire des choses. C'est vrai. Alors que en France, on a, voilà, comme ils disent, métro, boulot, dodo. Et ils se rendent compte que voilà, c'est pas une vie. Et que ils subissent la routine de la vie et ils ne vivent pas. Et le temps, il passe. Et le temps, il passe. Très vite même. Comment ça s'est passé tes premières années ici, que ce soit ton intégration avec, tu sais, les Marocains, les locaux entre guillemets, comme j'aime bien dire. Tu l'as dit au niveau de la langue, en plus tu parlais pas la langue, mais tu sais, souvent quand tu dis, surtout il y a 12 ans, tu vois, il y a 12 ans tu étais un des premiers, c'était rare, c'est un phénomène qui n'existait pas encore à l'époque. Tu disais que tu venais de France, est-ce que tu étais bien accueilli, ou eux aussi te disaient mais t'es fou, enfin, comment ça s'est passé tes premières années? Ah mais aujourd'hui aussi on me dit des fois encore t'es fou, surtout ici au Maroc, ils rigolent, surtout on va dire les anciens, quand ils me voient, ils me disent mais qu'est-ce que tu fais là, etc. Je dis bah je fais comme vous, sauf que j'ai pris une retraite anticipée, mais je travaille. Mais ici en fait, moi je veux dire, alhamdoulilah, moi j'étais venu pour quelque chose. C'est-à-dire que moi quand je suis venu au Maroc, je devais venir pour aider un centre pour enfants des rues et en fait directement j'ai pas traîné. Je savais pourquoi j'étais venu et donc je me suis directement intégré à l'environnement avec les locaux. Moi je suis pas passé par des groupes d'expatriés ou etc. Et encore aujourd'hui, sincèrement, je suis rentré vraiment dans le populaire, vraiment dans les
la vie du pays. Les gens qui sont dans les quartiers populaires, les gens qui, voilà quoi, des gens du quotidien. Et j'étais super bien accueilli. Au début, moi, j'avais un peu le problème, c'est que ici, ils aiment bien faire la bise directement. J'avais voilà, moi, je viens de France, j'ai pas l'habitude de faire la bise aux gens, etc. Comment ça se fait que les gens ils m'attrapent, ils me font des accolades, toutes ces choses-là, j'étais pas habitué. Et en fait, après, j'ai pris goût. Voilà, je me suis adapté. Je me suis, Ils sont plus chaleureux. Voilà, il y a cette chose-là qui fait que les gens t'ouvrent la porte. Aujourd'hui, je peux vous dire que moi, j'ai certaines familles, je suis accueilli comme leur enfant. J'ai même les clés de chez eux. Ouais, C'est-à-dire que me disent, tu viens à 2 h du matin, il n'y a pas de problème. Tu rentres, il n'y a pas de souci. Toi, ta pièce, ton endroit pour dormir, il sera prêt, etc. Et c'est véridique. Ça m'est déjà arrivé avec le social de rentrer tard, etc. Et de ne pas pouvoir rentrer chez moi. Et ces gens-là, hop, et le lendemain matin, à 6 h, 7 h, sur la table, je trouve le petit déjeuner prêt, etc. Subhanallah, c'est vraiment les gens, ils ont cette générosité innée. C'est-à-dire ils naissent, je pense que quand on dit les Marocains ont cette hospitalité, elle est vraiment, moi pour avoir voyagé énormément au Maroc, c'est quelque chose voilà, qui est vraiment réel. C'est pas un cliché, c'est vrai. Non, moi par exemple, dans l'activité sociale, j'opère souvent dans les milieux montagneux, etc. Et ça m'arrive que les gens m'appellent, me disent Saïd, il y a un taxi qui va venir, numéro de taxi à tel, il y a un colis qui t'attend. Et on m'envoie des amandes, des noix, du beurre traditionnel, de l'huile, etc. Alors que ces gens n'ont pas grand-chose. C'est des gens qui sont pauvres en plus. Voilà, c'est des gens, je ne veux pas dire pauvres, parce que ils n'ont pas grand-chose. Voilà, ils ont la simplicité de la vie. C'est ça. Voilà. Et ils sont là, ils t'envoient ces types de choses. Je dis, ouais, jamais, je ne vais pas dire jamais, mais j'ai jamais vécu ça autre part qu'au Maroc. C'est vrai. Et non, c'est magnifique. Mais du coup, comment ça se fait que tu n'as pas encore progressé en Darija? Moi, c'est ça la question. Ou en Chleur, parce que du coup, on est dans la région Sousse et que tu opères quand même beaucoup dans la région Sousse, dans le social. Ne vous inquiétez pas, on parlera de la partie entreprise après. Mais comment ça se fait? C'est que je ne vais pas dire que tu n'as pas envie, mais c'est quoi en fait? Tu dirais pourquoi? Le pourquoi, je pense que c'est peut-être voulu, pour ma part. Parce qu'en fait, cet handicap-là, pour moi, ça me permet en fait de faciliter des relations. C'est-à-dire dans le milieu du social, ce problème de la langue m'a énormément facilité les accès dans des villages, parce que cet handicap de la langue, ça va faire rire les gens. Et moi, souvent, donc tu es le clown. Ouais, même si je fais le clown souvent, je suis le clown. C'est-à-dire que là, le fait de se que ça crée directement une relation. Moi, il y a une petite anecdote, si je peux la raconter. C'est sûr. Par exemple, dans la région de Chefchaouen, là-bas, ils parlent souvent le Rif, etc., ou le Darija. Et moi, je ne parle pas le Rif, je ne parle pas le Darija. On va dire, aujourd'hui, je le comprends. Quand on parle le Darija, je vais quand même le comprendre. D'accord, ok. Mais j'ai fait par exemple des actions contre le cancer là-bas, et on a monté une montagne. Et les personnes qui étaient avec moi, c'était des locaux là-bas. Et les gens nous regardaient, ils ne comprenaient pas. Moi, je leur parlais en Shloh Hamazir du Sousse, et eux me répondaient en Rif. Et pendant 2-3 heures, c'est vraiment quand j'ai vraiment sachant que c'est bien différent le Shloh Hamazir et Rif. Ça n'empêche pas qu'on arrive à se comprendre. Et les gens me regardaient, me disaient, mais comment vous faites? Je dis, subhanallah, la langue, je pense que c'est important de parler. Voilà, moi j'aimerais bien parler Darija, Fosha aussi facilement. Mais les gens me disent, comment vous faites? Je dis, ça c'est la magie du Maroc. C'est la facilité des gens. Voilà, on arrive à se comprendre. Malgré tout, on arrive à se comprendre, on arrive à se dire les choses.
Mais Inch'Allah, c'est un de mes objectifs de pouvoir. Donc, comme la dernière interview avec Kevin, on va se donner un objectif dans un an de refaire une interview. Tu devras parler en déjà. Ça fait beaucoup de fois qu'on dit dans un an. Non, mais là, je te donnerai un code promo pour mon application. Tu vas devenir bilingue, Inch'Allah. Ah, mais même, je l'utilisais souvent, truc. Mais en fait, le problème, c'est que, déjà, moi, je suis hyper actif. Ouais. Donc, je fais beaucoup de choses. Et j'ai toujours voulu. J'ai pris des cours d'arabe, de dalija, etc. Même les personnes autour de moi me parlent souvent dalija. Mais le problème, c'est que, au niveau du retour. Voilà. Et déjà, tu as dit que tu le comprenais maintenant. Oui, aujourd'hui, alhamdoulilah, j'arrive à le comprendre. Je ne vais pas le comprendre totalement, ouais. Mais... J'ai envie de dire, c'est quand même le plus important, même si après, pouvoir s'exprimer, c'est aussi important, mais déjà de comprendre quand on te parle et de savoir ce qu'on dit, c'est important. Du coup, tu te débrouilles avec le shlouf ici? Ouais, le shlouf, quand même, je me suis quand même amélioré. Ouais, ouais. Je ne vais pas dire que je suis mais tu bricoles, tu arrives à parler. Ah non, j'arrive. D'accord, ok. Donc, cette question-là, je pense que tu vas me répondre avec le social, mais souvent, quand les gens ils rentrent au Maroc ou ils immigrent selon leur nationalité, je leur demande comment ils se refont un cercle social ici. Souvent, c'est par le sport ou par d'autres choses, tu vois. Du coup, toi, tu as rencontré des gens, c'était plus avec le social ici? Oui, principalement. Ça t'a ouvert des portes? Ouais, principalement, c'est avec le social. Mais en fait, ça m'a ouvert. Le social m'a beaucoup permis de rencontrer des personnes. Il n'y a pas que des bonnes personnes, mais beaucoup de personnes. Et créer un réseau et des personnes, ce qui est dans le social, ce qui est assez magique, c'est qu'on rencontre des gens de toutes catégories. C'est-à-dire, des fois, je vais pouvoir rencontrer des personnes qui sont très aisées, comme des personnes qui sont vraiment dans une situation très précaire. Et moi, je reste le même dans les deux cas, et les gens acceptent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc. Dans le social, on va dire, on est tous dans un même pied d'égalité. Voilà quoi. Si je peux m'énerver avec une personne très aisée, comme une personne, etc., ça reste pareil. Et les gens comprennent, et on reste en contact. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Par exemple, la première activité que j'ai fait professionnelle, elle s'est faite pour relation par un lien, une personne, en social, qui a parlé de moi, etc. D'accord, ok. Donc, tu vois comme quoi, ouais. Donc, et même ici, ça me permet aussi d'aider beaucoup de personnes dans le milieu professionnel. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui viennent s'installer par exemple, en 2025, là, il y a une grosse vague qui arrive, je le sens. Si les gens ils viennent, ils connaissent personne, meilleur moyen pour rencontrer. La vérité, non, ne venez pas. Restez là-bas, c'est mieux. C'est mieux là-bas. Non, sérieusement, il faut pas avoir peur. Comme je dis à chaque fois aux gens, aujourd'hui, ouais, si vous avez envie de changer, essayez. Ça vous empêchera pas, par exemple, si ça se passe pas, parce que voilà, des fois, il y a des personnes qui viennent et ça ne fonctionne pas, etc. Donc ils repartent, mais essayez, parce que si ça fonctionne, je pense que vous serez très heureux et vous n'allez pas le regretter. Et surtout, par exemple, moi, les gens souvent me parlent, me disent ah oui, mais moi je suis marié, j'ai des enfants, etc. Je peux vous garantir que je connais énormément de gens qui sont venus avec leurs enfants, et leurs enfants, ouais, quand ils repartent en France pour les vacances, etc., ils veulent juste rentrer. Ouais, c'est vrai. Et ils disent, mais comment on a fait? Surtout s'ils ont déjà vécu en étranger, en France par exemple, ils disent comment on faisait avant. Ou pourquoi je suis pas parti plus tôt. Voilà. On l'a souvent dit ça. Non, mais là, je parle des enfants. Ouais. Ah oui, mais c'est les parents en général. Les enfants. Et moi, voilà. Et moi-même, je me dis, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Non, mais il y a une vraie inquiétude pour les enfants. Alors qu'en vrai, je pense que c'est surtout les parents qui s'inquiètent. Alors, les enfants, c'est ceux qui s'adaptent le plus vite, bien sûr, qui s'épanouissent le plus vite. Tu les inscris dans une salle de sport, tu les mets à l'école et généralement, tu vois, ils vont très vite se refaire un cercle social, se faire des copains, etc. Ça va très vite. Et en fait, c'est les parents qui ont peur de l'inconnu, tu vois. Mais comme tu le dis, et je le dis tout le temps aussi, c'est que le risque, au final, il est minime. C'est quoi? Vous allez perdre peut-être un peu d'argent, mais vous allez avoir une expérience de fou. Et vraiment, c'est vraiment dans le pire des scénarios où ça marche pas, et tu as ton passeport, tu repars. Voilà, non, en fait, il faut pas se créer des barrières.
Et ça, c'est la société qui le fait. Ça. Ah, c'est vrai. On est tellement dans une habitude, dans une routine, qu'on a peur de sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est un problème parce que, par exemple, ici, sur Agadir, en termes d'activités pour les enfants, il y a énormément de choses. Que ce soit des activités nautiques, équestres, de sport collectif, individuel. Moi-même, j'ai jamais fait autant de sport depuis que je suis au Maroc. C'est vrai, même moi. J'enchaîne des fois des 11 séances par semaine, alors qu'avant, c'est à peine si j'en faisais. J'arrivais à en faire une ou deux en France par rapport au temps, etc. Ici, les conditions, elles sont toutes réunies. Et ce que tu disais tout à l'heure, la notion de la baraka dans le temps, ici, c'est un peu il y a quelque chose de fou. Et même en termes de logistique, c'est assez rapide. En plus, il y a vraiment tout ce qui est service, c'est rapide. Même par exemple, vous n'avez pas le temps d'accompagner vos enfants. Il y a des services qui le font, ou même dans ces centres, etc., ils peuvent s'en occuper. Il y a vraiment tellement de choses qui font que la vie, elle est plus agréable et on profite mieux. Il n'y a pas besoin d'avoir des plannings de militaires pour truc. Non, c'est assez, voilà. Même on veut se balader en soirée, le soir, tout est accessible. On veut manger tard. C'est pas comme à Paris ou en région parisienne où à 20h, 21h, à part des snacks, trucs. Voilà, tu peux faire un barbecue à la maison à minuit, il n'y a pas le voisin qui va t'embêter, etc. Vraiment, la facilité de vie, elle est énorme. C'est pas un truc, elle est vraiment énorme. Et après, voilà, après, il faut aussi que ces personnes viennent voir, pour choisir la ville où ils veulent vivre, etc., venir tester, etc. Mais il ne faut pas avoir peur aussi. Hein. Quand les gens viennent, se dire, ah, par exemple, je vais venir Marrakech ou Casa ou Tanger, et il faut ce quartier-là, ce quartier-là, ce quartier-là. Moi, sincèrement, j'ai été plus en sécurité dans des quartiers soi-disant voilà, très populaires ou dangereux que dans des quartiers on va dire aisés. Donc, et en plus, il y a une solidarité qui est dans ces quartiers-là, qui n'est pas dans. Voilà, parce que ça. Il y a je veux dire, un peu cette maladie qui est en Europe, on ne sait pas qui est ce voisin, etc. Elle existe ici, mais dans certains quartiers. Dans un quartier, on va dire, un peu plus huppé, etc. Alors que moi, voilà, si je passe pas une fois dans la semaine voir cette famille, etc., je suis appelé 15 000 fois. T'es où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu viens pas nous voir, etc. Choma, moi j'ai préparé le halila, j'ai préparé ceci, j'ai préparé cela. Est-ce que tu as jeûné aujourd'hui? Viens vous dormir avec nous, etc. C'est vraiment des choses qui font que voilà quoi, on se sent bien. C'est l'humain en fait. C'est l'humain, mais à puissance 1000. C'est-à-dire qu'on est, comme on dit, moi au jour d'aujourd'hui, j'arrive pas à me dire je pourrais vivre autre part. On va passer à la partie professionnelle. Je vais inclure la partie sociale dedans, dans la partie professionnelle, parce que ça fait partie aussi de ta vie pro, entre guillemets. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet social, parce que c'est plus ou moins le même quand tu es arrivé ou pas, tu nous diras aussi, peut-être que parce que je la connais pas très bien cette partie-là. Et ce que tu fais, et peut-être je mettrai aussi le lien en description si tu as un lien de l'association, si on peut aider. Mais voilà, parle-nous un peu de ton projet social au Maroc et ce que tu fais. En fait, moi, je dis, de base, j'étais venu faire du social. Et alhamdoulilah, j'avais envie d'un peu plus d'être utile. Et en fait, je suis venu ici, en fait, moi, je travaille beaucoup avec les enfants. C'est-à-dire l'accès à la scolarisation, l'accès aux mêmes chances que tout le monde. D'accord? Donc, et aussi aux enfants qui sont aussi un peu qui sont abandonnés, qui vivent sans leur famille ou qu'ils ont été voilà, qu'ils ont été exploités pour différentes raisons. Et en fait, voilà, depuis que je suis au Maroc, j'ai travaillé énormément avec des centres d'enfants des rues où en fait on va les sortir de la rue pour leur redonner en fait la possibilité de réintégrer
le monde ordinaire, c'est-à-dire être scolarisé, avoir une bonne hygiène, bien manger, avoir des documents. C'est peut-être anodin, mais juste le côté administratif, c'est un truc énorme. Et voilà, reprendre un goût à la vie. C'est-à-dire ne pas être dans la rue, ne pas être drogué, ne pas être dans des affaires, etc. Ne pas vendre des substances illicites, etc., etc. Qui font que voilà, j'ai beaucoup travaillé avec des centres d'enfants des rues et aussi dans les milieux ruraux. Je travaille beaucoup avec des associations qui œuvrent pour que les jeunes filles puissent accéder à une éducation normale. Parce que dans les milieux ruraux, après le primaire, les collèges sont souvent très loin des villages, les parents ont un peu peur, donc je travaille avec des associations où on fait des internats pour que ces jeunes filles puissent être hébergées sur place avec l'autorisation des parents, puissent suivre une scolarité normale, puissent aller à la fac ou en école dans des écoles de commerce, etc. Et alhamdoulilah, on fait son petit bout de chemin. Et en parallèle, voilà, après on fait tout ce qui est aide aux familles, que ce soit en ville ou à la campagne, médicale, les aides, les distributions des repas pendant le ramadan. Il y a plein, on fait un peu beaucoup de choses. Mais voilà, c'est beaucoup. Au début, j'étais vraiment cantonné sur la région d'Agadir, etc. Aujourd'hui, on essaye d'œuvrer un peu partout au Maroc, même si ça reste principalement dans le sud, vu qu'on est là. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas pu faire en France, parce que, par exemple, partir le vendredi après le travail, taper 4 heures de route pour arriver au milieu de nulle part et enchaîner un week-end où on doit faire 15 villages, etc. Pour des actions. Voilà, je pense qu'en France, ça aurait été beaucoup... Ouais. Je faisais beaucoup de social en France, mais c'est un autre social. D'accord. Et le nom de l'association, tu veux la donner? L'association s'appelle Sawaïd Charity. Elle existe depuis une bonne dizaine d'années. Et c'est pas une très grosse association. Mais, mais justement, c'est souvent les meilleures associations qui sont les plus petites. Voilà. Tu fais aussi les règlements chez les Hanout, les dettes, etc. C'est quelque chose qui est beaucoup à la mode. C'est connu au Maroc. Mais c'est quelque chose qu'on avait lancé il y a presque une dizaine d'années, l'opération Tahanout, où en fait on travaille avec des épiciers qu'on connaît et avec des bénévoles pour qu'on puisse régler les dettes de familles vraiment dans le besoin, sans que celles-ci ne le sachent. Ouais. Donc on va payer les dettes, le bénévole va quand même contrôler que la dette a bien été soldée auprès de la famille, etc. Mais sans dire qui l'a payé, d'où ça vient, etc. Et comme ça, voilà, il y a cet anonymat qui fait que la famille ne sait pas, le donateur aussi ne sait pas, mais il sait que c'est pour payer une dette. Et voilà, quoi, c'est simple, c'est efficace. On fait ça plusieurs fois dans l'année. Et ça permet aussi à des familles où, par exemple, des femmes seules avec les enfants qui travaillent, de soulager les fins de mois, même avec des couples où le papa travaille en journalier, mais il ne peut pas subvenir comme il voudrait aux besoins de la famille, de faciliter ces choses-là. Lorsqu'on fait aussi les kits scolaires pendant l'opération Aouni Bachakra, aide-moi pour étudier, où on va par exemple offrir des kits scolaires pour les élèves, voilà, ça fait quand même une charge en moins pour les parents,
Ça permet voilà, de faire, de soulager ses familles et de permettre, déjà, par exemple, le Hanout, D'avoir son argent. Son nom, parce que moi, sincèrement, j'ai des Hanout où des fois les familles ont presque 10 000 dirhams, presque 1 000 euros de dette. Mais je me dis, mais tu fais comment? Si lui, il a mis 2 000 euros, lui 300, etc. Il m'a dit, on ne peut pas refuser. Dans le sens où, quand l'enfant vient et dit, j'ai besoin de ceci, cela, etc., on donne. Et c'est Dieu qui sait. Bien sûr. Et après, c'est culturel au Maroc. Les Hanout, ils ont l'habitude de travailler comme ça. Mais franchement, c'est vrai, respect à eux, parce que de travailler toujours en négatif. Après, eux, comment ils s'arrangent avec les fournisseurs, tu vois. Je pense qu'aussi, ils s'arrangent avec les fournisseurs, peut-être pour payer en décalé. Mais en tout cas, c'est une action qui est de plus en plus connue au Maroc, de payer les Hanout, les dettes des familles les plus endettées. De toute façon, je vous mettrai, comme je vous l'ai dit, les liens en description pour ceux qui veulent soutenir l'association. Moi, ça y est, je le connais personnellement, ça fait plus de 10 ans qu'il fait ça. Moi-même, je lui donne de temps en temps la zakat el-mel à partager. Donc, si je lui donne, c'est que vraiment, voilà, c'est quelqu'un de fiable. Et en plus, derrière, il peut fournir des vidéos, des photos, des choses pour... voilà, si vous voulez suivre derrière l'argent, où est-ce qu'il est donné, surtout pour les Hanout. Donc, ça peut être pratique. Et maintenant, on passe à la partie professionnelle, parce que c'est quand même aussi hyper intéressant, surtout de ton parcours un peu de comptable, financier, comme tu l'as dit. Tu es venu, tu nous as dit que tu as été lancé avec une société française, où ils ont ouvert un truc de sous-traitance ici, c'est ça? Où tu as fait la gérance? En fait, voilà. C'est un cabinet d'expertise comptable de région parisienne qui voulait sous-traiter sa comptabilité. Voilà, on sait tous très bien qu'en France, les charges sociales, pour avoir un salarié, ça coûte cher. Et surtout, dans le domaine de la comptabilité, des fois, c'est très compliqué de trouver des collaborateurs. C'est un métier qui, on va dire, que les gens, on va dire, un peu fuient, parce que voilà, c'est quand même qui est très... qui est dur, qui est quand même pesant, il y a beaucoup de contraintes, etc. Et donc la solution qui se développe depuis plusieurs années, c'est de sous-traiter cette comptabilité à des sociétés étrangères, dont marocaines. Et là, ce cabinet-là avait ce souhait-là de créer une structure, une sorte de filiale au Maroc. Et donc, par l'intermédiaire d'une personne, on est rentré en relation. Et il a voulu que je m'occupe de la gestion, de la gérance de ce cabinet-là et de recruter le personnel, le former, etc. Ce qui s'est fait assez rapidement. Le cabinet, voilà, a été très vite opérationnel, etc. Et j'avais l'appréhension, moi, par rapport aux salariés marocains. Ouais. Et en fait, il faut juste... moi, j'ai eu la chance, après j'ai eu aussi des expériences qui font que avec certains collaborateurs, ça s'est pas bien passé. Mais globalement, faut être assez réglo, assez direct avec je veux dire, le personnel. C'est un peu péjoratif quand je dis le personnel, mais avec l'équipe de travail. Et voilà, donc ça s'est fait assez rapidement. La relation, malgré le problème de la langue aussi. Après, c'était un cabinet français, donc tout se faisait quasi en français, mais et alhamdoulilah, au Maroc, ils parlent quand même assez bien le français. Et donc, ça s'est fait assez rapidement. Moi, ça m'a permis aussi de rester au Maroc. Ça m'a permis de continuer à vivre, de pouvoir payer ce que j'avais à payer, permis de continuer les actions, nos activités sociales. Et après, en fait, moi, tout simplement, au bout de quelques années, en fait, voilà, le cabinet était créé, l'équipe était opérationnelle, tout allait très bien, alhamdoulilah. Pour moi, j'avais plus vraiment d'utilité. Donc, et en plus, voilà, je travaillais pour quelqu'un. Donc, je me suis dit, donc
il y avait les contraintes aussi. Il faut être là à cette heure-là, partir à cette heure-là. Un peu comme un salarié. Voilà, j'étais salarié. J'étais salarié, quoi qu'il en soit. En plus le souci, c'est que on était sous caméra. Donc, j'avais souvent ah, vous êtes où, vous faites quoi, et ceci, etc. Ouais, non, donc c'était compliqué. Salarié et fliqué en plus. Voilà. Ça, c'était compliqué. D'accord. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi pas le faire pour moi? Ouais. Donc j'ai eu l'opportunité de le faire avec une personne qui, au contraire, lui était marocain. Il est parti faire ses études la fin de ses études en France et s'est installé en France. Subhanallah. Voilà. Mais il a le souhait de rentrer au Maroc. Mais donc on a échangé, etc. Et lui, il avait son cabinet à Paris aussi. Il voulait aussi créer son cabinet au Maroc. Et moi, je me dis, bah, on le fait ensemble. Et donc ça s'est fait. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on travaille avec plusieurs cabinets d'expertise comptable en région parisienne et dans l'est de la France. Et ça permet bah, même en termes de démarche, parce que des fois les gens ont peur des démarches. Il faut pas se mettre aussi des barrières, avoir peur, ceci, etc. Tout se fait assez rapidement. Il ne faut pas dire ah non, l'administration marocaine, ceci, etc. Moi j'ai eu la chance d'être en fait, la plupart des choses se font en ligne aussi. Il y a le centre régional d'investissement qui donne beaucoup de conseils. Le CRI. Ça c'est important à savoir, le CRI. Il en existe partout dans toutes les grandes villes. Et souvent, il facilite les démarches de création de sociétés, etc. Et ensuite, ben voilà, après, pour trouver des locaux, bah, comme moi il le dit, les samsars, il faut chercher, il faut tourner autour des endroits, il faut voir, faut aussi diagnostiquer un peu le lieu. Et ça se fait, souvent tout se fait assez rapidement. Après, le travail, être entrepreneur, ça change la vie quand même. Ça permet voilà, par exemple, le matin, si j'arrive un peu plus tard, bah, c'est mon problème. Et même ça m'arrive, au contraire, je travaille beaucoup plus. Des fois, ça m'arrive de rester beaucoup plus tard le soir, etc. Mais c'est pas une contrainte. Au contraire. C'est un plaisir. C'est un plaisir. On sait pourquoi on le fait. Et ça nous permet aussi, voilà, de vivre, de mieux vivre. Et aussi, voilà, quoi, de pouvoir, après, être moi qui est dans le domaine du social, bah, de pouvoir aussi donner la chance à des personnes de travailler avec moi qui sont au social et qui, par exemple, ont besoin de travailler, qui sont dans le domaine d'activité, donc aussi. Et ça permet de faciliter la vie de plein de personnes. Et être entrepreneur, voilà, quoi, c'est tout simplement je vais dire être libre, bien sûr, mais c'est ça. Les comptes, tu dois te les rendre qu'à toi. D'accord. Donc si ça va, bien sûr. On les rend. Quand je parle juste du travail, je parle pas de. Bien sûr. Alhamdoulilah, bien sûr. Et on remercie bien sûr Allah de nous faciliter ces choses-là. Mais je vois ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. T'as raison, c'est vrai. C'est déjà juste l'histoire de tes caméras là. Tu m'as choqué, moi. Déjà, quand tu es à ton compte, bah voilà, t'as pas de caméra qui te surveille. Bah oui, même moi-même, par exemple. J'espère que tu n'auras pas mis de caméra. Non, moi-même, non. Parce qu'en fait, l'équipe, avec mon équipe, pourtant, voilà, je travaille, j'ai une équipe de combien de personnes? 10 personnes. D'accord, ouais, 10 personnes. Mais voilà, c'est en fait, on les responsabilise, on les sensibilise. Ils sont, voilà, on les corporate avec eux. Par là, le week-end dernier, on est parti en team building, on a pris un peu la double culture, la culture, etc. On est parti dans un gîte dans la région de Taroudane pour pouvoir décompresser avant la période fiscale, etc. Mais voilà, on a aussi moi aussi j'ai un management qui est assez, vu que j'ai la casquette sociale, qui est assez humaine avec les salariés, donc ils savent très bien que ils peuvent parler de leur privé, de leurs problèmes, etc. Voilà, ça les fidélise aussi, parce que voilà, nous on est dans un métier où on a besoin de collaborateurs fidèles qui restent, parce que
quand je travaille avec des cabinets d'expertise comptable français, ils travaillent en direct avec eux, voilà, c'est leur collaborateurs de cabinet. Donc s'ils partent au bout de quelques mois, ils disent ouais, voilà, il y a une stabilité, c'est comme en France, etc. Donc moi, le fait de travailler sur cette fidélité me permet voilà, le client est content, il reprend notre collaborateur, etc., etc. Et voilà, c'est du gagnant-gagnant. Comment tu recrutes ton équipe, et quand elle est recrutée, comment tu trouves la formation marocaine? Est-ce que toi, derrière, tu leur refais une nouvelle formation pour les briefer sur la comptabilité française, parce que je pense qu'elle est différente que la comptabilité marocaine? Déjà, comment tu les recrutes? Moi, soit je vais passer par mon réseau, soit par les réseaux sociaux, soit par les réseaux style LinkedIn, LinkedIn, les sites d'annonces, Maroc Annonce, voilà, Maroc Annonce, etc. Et il y a quand même, la population marocaine est très jeune. Il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes, et aussi quand même reste un taux de chômage quand même assez important. Donc moi, dans le domaine de l'économie, de la comptabilité, il y a beaucoup de demandes. Donc c'est assez, je ne vais pas dire simple, mais assez rapide de rencontrer des candidats. Et ensuite, les candidats, ça se passe aussi quand je les recrute, voilà, il faut qu'ils remplissent plusieurs critères. Principalement, voilà, des gens qui ont des notions de comptabilité, mais pas spécialement qu'ils aient déjà travaillé dans le domaine, ou qu'ils ont travaillé dans le domaine de la comptabilité française, parce que ça me permet aussi, moi, de pouvoir les former directement, et qu'ils aient, on va dire, pas de mauvaises habitudes. Voilà, de mauvaises habitudes prises dans d'autres travails. Mais même les personnes qui ont déjà travaillé, etc., ils sont, voilà, la formation se passe assez rapidement, ils sont assez bons, la vérité, ils sont assez bons, ils apprennent vite, ils sont ils savent très bien utiliser tout ce qui est outils, etc. Après, voilà, on va dire le petit bémol dans le recrutement, c'est souvent la langue française. Des fois, voilà, ils peuvent parler français, mais bon, après avec des difficultés. Mais pourtant, les Marocains sont très forts en langue. Mais le français, je pense qu'ils ont un problème avec cette langue-là. Je pense Après, c'est dur le français. C'est dur. Des langues les plus dures. Mais les Marocains parlent, moi je rencontre des Marocains qui parlent full le coréen, le cantonais, l'anglais, je ne parle pas. L'allemand, les centres de langue allemande à Agadir, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe avec l'Allemagne. Il doit y avoir un truc, non? Il n'y a pas des accords? Si, il y a des accords. Parce qu'il y a beaucoup d'Allemands. Il y a des accords, des demandes d'étrangers. Sur les. Ils passent, il y a beaucoup de contrats. Sur les formations, non? Langue étrangère, un truc comme ça? Il n'y a pas un truc comme ça aussi? Non, il y a beaucoup de. Ou c'est juste entreprise? Entreprise, il y a beaucoup de contrats de demande. D'accord, ok. Parce que c'est vrai qu'il y en a de plus en plus des centres allemands. Là, je veux dire, j'étais dans un village de la région de Taléouine. Et là-bas, des personnes, mais vraiment des trucs, qui me parlaient, je passe il faut que j'ai un niveau en allemand, parce qu'il y a des contrats. La sorte de TOEIC, mais en allemand. En allemand, et parce que là, il y a des demandes de contrats, etc. Tu vois. Du coup, ça explique peut-être pour ça. Les centres allemands, il y en a énormément, de plus en plus. Et donc tu travailles uniquement avec des entreprises françaises. Tu ne fais pas la comptabilité marocaine? Pas pour le moment? Pas pour le moment. Actuellement, voilà, nous, ça fait à peu près 3 ans qu'on existe, et on travaille principalement avec des cabinets d'expertise comptable français. Mais c'est quelque chose que vous avez en tête, ou même pas pour l'instant? C'est possible. Ça sera possible. Ça, on est en train de discuter. Mon associé est en train de partir sur l'expertise, Inch'Allah. Donc il aura la facilité pour traiter aussi l'entreprise marocaine. Après, il faut une équivalence ici, il faut être comptable agréé pour pouvoir s'occuper de la comptabilité des sociétés marocaines. Donc, il faut une équivalence, etc. C'est une question administrative. Pour faire l'équivalence, d'ailleurs, maintenant, pour ceux qui nous écoutent, c'est possible de le faire en ligne. En tout cas, les premières démarches, de les faire en ligne. Et à la fin, tu récupères l'équivalence à Rabat en présentiel, normalement.
Mais en tout cas, ça a été simplifié. Mais il faut quand même la faire pour avoir l'équivalence des diplômes. Il y a beaucoup en termes de démarches administratives, que ce soit personnelles, professionnelles, beaucoup de facilité en ligne maintenant. Ça commence, voilà. Ils essayent de digitaliser. Voilà, beaucoup. Ils essayent vraiment, même si, par exemple pour la CNSS, toutes ces choses-là, c'est la sécurité sociale marocaine. Par exemple, pour le suivi de ces remboursements, toutes ces choses-là, ils ont des applications pour tout ce qui est facturation, téléphone, etc. Toutes ces choses-là aussi, il y a plein d'applications qui font en sorte que même la légalisation là, elle va passer en ligne. Donc ça va être au top. Ça. Changement de vie total, ça. Mais du coup, il y a quand même des différences entre la comptabilité marocaine et française, ou c'est très très proche? Il n'y a pas énormément de différence. La comptabilité marocaine, elle est quand même beaucoup copiée sur la comptabilité française. Et voilà, après ça reste, il y a les mêmes principes, etc. Après, il y a peut-être quelques divergences au niveau fiscal et social, mais ça reste la même chose. Hein. D'accord, ok. Donc si demain quelqu'un il cherche un comptable ou une entreprise de comptabilité, il peut te contacter, que ce soit en France ou au Maroc, ou plutôt en France pour l'instant. Après, il reste quand même des spécificités. En France, il faut avoir un expert comptable, etc. Donc on peut s'occuper de la comptabilité, mais après il sera quoi qu'on soit obligé de valider ses comptes sur un expert comptable. Pas un problème, j'en connais beaucoup. Donc le message est passé. Donc voilà, si vous cherchez un comptable, Saïd, il s'occupera de vous, que ce soit socialement ou numériquement ou en chiffres. Ok, on approche de la fin de l'interview. Saïd, t'inquiète pas, je vais te libérer. On a parlé de la partie personnelle et professionnelle. Une des questions par lesquelles j'aime bien terminer mes interviews, c'est si tu devais tout recommencer depuis le début, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais dans ta façon de procéder au Maroc, ou tu referais tout pareil? Sincèrement, je pense pas que je referais des choses. Parce que même les erreurs que j'ai faites m'ont permis de rebondir et voir mieux apprécier ma vie ici. J'ai eu beaucoup de difficultés ici au Maroc, mais au contraire, ça m'a réconforté dans mon choix de vivre ici. J'ai pas voulu me dire ah non, j'ai eu ça, j'ai eu un problème, ceci, etc. Je veux partir d'ici, parce que voilà, c'est les obstacles de la vie, il faut les accepter, et il faut repartir de l'avant. Non, je pense pas que je rechangerai, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis content, je suis heureux de vivre ici. Je me sens épanoui, je me sens à ma place. Tout simplement. Je pense que c'est un excellent mot de la fin. Je vous mettrai les comptes ou les réseaux de Saïd pour ceux qui veulent le contacter sur la partie sociale ou bien la partie comptabilité. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire de la vidéo. On essaiera d'y répondre au mieux que possible. N'oubliez pas que j'ai écrit un guide « Partir vivre au Maroc » qui vous aidera. Il y a énormément d'infos, plus de 130 pages pour vous aider à vous installer, que ce soit du départ jusqu'à l'arrivée. Ça vous aidera énormément en version Amazon brochée ou bien en e-book. Moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je remercie Saïd d'avoir donné tout son temps pour partager son parcours. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.